l'actualité de ce 21 mars, l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina se dit victime de harcèlement policier et judiciaire. L'ODJ dénonce des tentatives d'intimidation orchestrées contre ses membres. Cette organisation de la société civile s'est exprimée en conférence de presse ce matin. Et puis cette question, y aura-t-il encore des poches de sang disponibles au Centre national de transfusion sanguine dans les semaines et des mois à venir? Plusieurs agents du CMTS ont entamé un mouvement d'humeur illimité depuis hier. Les détails dans ce journal. Paolo Duarte sous pression à la veille du match Burkina-Mauritanie comptant pour la qualification à la CAN de football 2019. L'entraîneur des étalons s'est montré très irrité en conférence de presse d'avant-match. Il a complètement perdu son sang-froid face aux rafales de questions des journalistes. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. L'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina prend l'opinion à témoin dans ce qu'elle qualifie de tentative de musellement de cette organisation de la société civile. Au cours d'une conférence de presse ce matin, les responsables de l'ODJ ont dénoncé des menaces et des pressions exercées sur certains de leurs camarades. Le compte rendu de Rémi Lambert-Nébier. Intimidation, tentative de musellement et de liquidation, l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse, dit faire l'objet en ce moment d'oppression déguisée sous forme de lutte contre le terrorisme. Sous couvert de la lutte antiterroriste, certaines autorités administratives et des éléments des forces de défense et de sécurité pratiquent le harcèlement policier et judiciaire, des interrogatoires et détentions arbitraires, voire des menaces de mort sur des responsables et militants de l'ODJ. Elle dénonce par exemple l'accusation par les autorités locales d'un de ses responsables de la province du Yaga d'avoir visité un site après une attaque terroriste. Il a été appelé par des militants qui ont vu ce qui se passait. Il a pris le soin d'appeler la gendarmerie pour demander. Et ils lui ont dit non, il faut y aller. Et ce que vous aurez vu, nous, on va envoyer des éléments. Ce que vous aurez vu, on pourra échanger après. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et après ça, il y a eu une rencontre au niveau du Haut-Commissariat. Et le Haut-Commissaire dit que, bon, le camarade a été aperçu sur les lieux d'une attaque, après une attaque terroriste. Vous voyez un peu comment c'est malsain. Et en présence de ceux qui lui ont demandé d'aller sur les lieux et de rapporter ce qu'il aurait vu comme élément d'information. Donc c'est ni plus ni moins que des cas d'abus. De tels exemples d'abus sont lésions, dira Gabin Corbeaugo. Pour l'ODJ, l'objectif de ses détracteurs est de jeter l'opprobre sur l'organisation afin de mieux orchestrer sa dissolution. Et elle s'insurge contre le fait d'assimiler la structure à un parti politique. On a été reconnu en 2000, depuis 2000, comme une organisation de la société civile, une association de jeunesse. On a tenu notre dernier congrès en 2018, on nous a renouvelé notre récépissé en tant qu'organisation de la société civile. Depuis 2000, combien d'élections ont eu lieu dans ce pays? Est-ce que vous avez déjà appris que l'ODJ a présenté un candidat ou a battu campagne? Donc on a dit qu'on a une orientation révolutionnaire anti-impérialiste. Et toutes les activités, toutes les prises de position de notre organisation s'inscrivent dans ce cadre-là. Donc vous comprenez bien que la situation d'état d'urgence et la situation de lutte contre le terrorisme, bon, ça met de l'eau au moulin de ceux qui avaient l'ODJ dans leur lit de mire. Le fait de travailler et éveiller les consciences des populations, le fait de diriger, d'organiser, de mener des luttes autour des préoccupations des populations, ça ne plaît pas à certains responsables. L'ODJ a tenu à rappeler aux autorités administratives et militaires la nécessité de se montrer protecteur des populations pour espérer obtenir leur confiance et pleine collaboration. Et comme annoncé en titre en présent, cette question: allons-nous vers un risque de pénurie de poches de sang dans les semaines et les mois à venir? Ce pourrait être le cas si le mouvement d'humeur que viennent d'entamer certains agents du Centre national de transfusion sanguine s'inscrivait dans la durée. Ces derniers ont décidé de ne plus collecter le sang jusqu'à nouvel ordre. Pour quelles raisons? Voici le constat et les explications d'Abdoulazak Traoré.
Au Centre national de transfusion sanguine à Ouagadougou, le bras de fer entre l'administration et une partie des travailleurs s'accentue. Au premier débrayage déjà en fin janvier, les travailleurs s'étaient voulus on ne peut plus clair. Tant qu'ils ne sont pas formés, ils n'accepteront pas d'officier dans le service de préparation de sang. La direction ne l'entend pas de cette oreille. Pour elle, les agents ont la compétence d'y travailler. Conséquence, les infirmiers ont été programmés pour y exécuter des tâches. Ils ont marqué leur refus et la sentence est tombée, raconte-t-il. Ça consiste donc à préparer donc les produits sanguins labiles. Dans les curricula de formation donc des infirmiers, en aucun, il n'y a pas une matière qui leur indique comment préparer donc les produits sanguins labiles. Par prudence, ils ont estimé qu'ils risquaient donc de commettre un certain nombre d'erreurs qui peuvent être préjudiciables donc aux receveurs et même à leur encontre. S'ils ne savent pas manipuler donc un certain nombre d'appareillages, ils ont refusé effectivement donc d'exécuter donc des tâches confiées à la hiérarchie, mais ce sont des tâches qu'ils ne peuvent pas faire. Alors, ils n'ont pas reçu donc la formation donc nécessaire pour mener donc ces tâches-là. Ils sont totalement exclus des sorties donc de collecte mobile et des missions. Voilà. Alors que ce sont donc des activités donc, qui font partie intégrante donc, des activités. Une réaction jugée arbitraire qui a rejeté avec véhémence à ce nouveau mouvement d'humeur. Un mouvement annoncé illimité par les travailleurs qui n'entendent pas baisser la garde. Exclut donc certains camarades donc, des sorties collecte là. L'ensemble donc des travailleurs aussi se soustraient donc de ces activités-là. Ça peut s'étendre à d'autres activités, qui a nécessairement donc un impact négatif. Parce que la collecte de sang, donc c'est une activité très capitale. Et tous ceux qui sont en mouvement d'humeur ne participent pas donc à ces collectes de sang-là. Donc du coup, il y aura une baisse drastique donc, du nombre de poches donc, à collecter donc, par jour. Nous ne le disons pas avec bon cœur, c'est avec un pincement au cœur que nous le disons. Parce que depuis donc, la crise, nous n'avons cessé donc, de mener donc, nos activités conformément donc, à ce que l'administration demande. La direction générale du CNTS exprime sa surprise face à la manifestation de ce 20 mars. Sa position est connue depuis la dernière sortie bruyante des agents. Il n'y a pas de cadre pour aller à la formation demandée par les mécontents du jour. Ils peuvent le faire. Et s'ils ne pouvaient pas, on n'allait pas les dire de le faire. Voilà. Même des agents moins qualifiés peuvent faire l'activité dont on leur demande de faire. Nous dire qu'il faut une formation ou bien un module qui sera sanctionné par un diplôme, je ne vois même pas la formation. Où est-ce qu'on pourra faire cette formation-là? Du moment où tous ceux qui sont là, ils n'ont même pas de formation en transfusion sanguine. Former quelqu'un un module de préparation, je ne sais pas où est-ce qu'on peut le faire. Nous tous, on a été formés, c'est sur toute la chaîne transfusionnelle. Sur ce que les travailleurs appellent sanctions arbitraires, la direction a été contactée pour en savoir plus. Et elle compte réagir demain vendredi pour donner sa lecture des faits. Tout autre chose, et on change complètement de décor. Direction New dans le plateau central où un projet de construction de barrage est entré dans sa phase pratique. Et c'est le ministre de l'eau et de l'assainissement lui-même qui est allé procéder au lancement des travaux de cette retenue d'eau d'une capacité de plus d'1 million de mètres cubes et d'un coût de plus d'1 milliard de francs CFA. Sandrine Zougouri. C'est un Nuga Ambroise Ouedraogo transformé en un conducteur de bulldozer. À ses côtés, son apprenti, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Baïli. Ensemble, ils donnent le top départ des travaux de construction du barrage de Niou. Cet ouvrage prévoit la réalisation d'une retenue d'eau d'une capacité d'environ 1 267 000 mètres cubes et d'un périmètre irrigué de 42,80 hectares. Et c'est un barrage à usage multiple. Il y aura donc les ressources animales, donc le bétail pourra s'abreuver. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau des populations rurales, on est en même temps éleveur, on est en même temps agriculteur, on est en même temps artisan. Vous voyez, le paysan fait tout. C'est nous qui, des fois, nous voulons mettre des barrières entre les deux. Ça n'existe pas. Et il y aura donc la production de poissons. Donc dès que ça sera fait avec le ministre en charge des ressources halieutiques, ils vont venir empoissonner le barrage. Et là aussi, il y a des règles à suivre.
nous avons aussi fait l'appel. Tous ceux qui se sont succédés sur la tribune ont fait l'appel pour l'entretien et la préservation du barrage. Normalement, un barrage en terre comme ça, il est construit pour vivre au moins 45 ans. Ce barrage qui viendra intensifier la production agricole à travers l'irrigation, l'abreuvement du bétail et de la production aquacole, le ministre Alpha Bari, fils de la localité, demande à la population d'en faire bon usage. Nous avons insisté sur l'accompagnement des populations afin que celles-ci ne se mettent pas de revendication en revendication pour bloquer le projet. On voit que ça arrive un peu partout. Il y a certes le volet social qui est pris en compte dans le projet. Et il faut que le dialogue prévale donc pour pouvoir régler tous les conflits sociaux qui vont naître autour du projet afin que le projet puisse voir le jour et que l'engagement soit tenu. Pour la réalisation de cette infrastructure, le budget est estimé à plus de 1 milliard de francs CFA et le gouvernement donne un délai de 14 mois à l'entreprise CTG-CI, CTG-BF chargée des travaux. Un délai que l'entreprise promet de respecter. Donc nous serons là pour essayer de veiller vraiment à ce que l'ouvrage soit réalisé et dans les délais et en bonne, suivant les règles de l'art. Voilà. Soutenu financièrement à 90% par la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, la construction de ce barrage et du périmètre irrigué de Niou est mise en œuvre par le gouvernement dans le cadre de son programme de mobilisation et de valorisation des eaux de surface dans le plateau central, un programme qui envisage la réalisation de 5 barrages. Nous quittons le plateau central pour nous rendre dans la boucle du Moun, notamment dans la commune de Fara, où l'école primaire B du village de Toné s'est progressivement normalisée, et ce grâce à l'association pour le développement socio-économique et culturel de Toné, appuyée par la coopération japonaise. Le dernier bâtiment de l'école a été inauguré hier. Le compte rendu de Rémi Lambert-Nébier. L'histoire de l'école primaire B de Toné dans la commune de Fara, dans la province des Bali, commence par ces 2 salles de classe de fortune. Elles sont construites en banco. Puis, c'est ce bâtiment en dur de 3 classes qui est érigé sur initiative de l'Association pour le développement socio-économique et culturel de Toné. Et en cette année 2019, c'est un autre bâtiment de 3 classes qui est construit grâce à un don de la coopération japonaise. Son inauguration ce 20 mars permet à l'école primaire B de Toné de répondre aux normes requises par le ministère en charge de l'éducation nationale. Nous avons déposé la demande auprès de l'ambassade qui a bien voulu nous accompagner. Et nous avons signé le contrat de don en janvier 2016. Et voilà la concrétisation, n'est-ce pas, de ce joyau qui vraiment, aujourd'hui, vous lisez sur tous les visages des habitants de Toné, la joie est immense. Et c'est ici, il faut remercier la coopération japonaise au Burkina Faso. Le don de la coopération japonaise s'élève à 29 millions de francs CFA. Il a servi à la construction et à l'équipement de ces 3 salles de classe, en plus de la construction d'une latrine à 4 postes. De nos jours, on estime à plus de 1400 les salles de classe construites au Burkina Faso grâce à l'appui du Japon. Au Japon, on dit que le développement d'un pays passe par le développement de ressources humaines. C'est pour ça que nous avons construit plus de 1410 salles au Burkina Faso. Et nous allons continuer ces efforts pour accompagner Burkinabé. Pour le ministère du tutelle, l'action de l'Association pour le développement socio-économique et culturel de Toné est la preuve que les Burkinabés comprennent de mieux en mieux la place de l'éducation dans le développement de leur société de base. Ils saluent donc l'initiative qu'ils présentent comme un exemple. Et les initiatives locales prises dans ce sens-là vont directement en droite ligne avec les objectifs du ministère. Quelque part, les écoles à 3 classes, ça résout un peu le problème d'accès, mais le recrutement, c'est tous les 2 ans. Il y a un certain nombre de problèmes quand même. Donc ici, tout ce que nous souhaitons, c'est que effectivement les parents s'occupent bien de l'école, qu'ils envoient les enfants à l'école, qu'ils accompagnent les éducateurs. Et comme ça,
je me dis que ceux qui nous ont aidés, donc notamment la coopération japonaise, quand ils viennent, ils se rendent compte qu'ils ont véritablement, au-delà de la théorie, ils ont véritablement fait des œuvres utiles. Dans l'attente d'autres commodités comme l'éclairage, une clôture et une cantine, la normalisation de cette école permettra de désengorger la toute première école du Tonné, construite en 1961. Les bâtiments du Tonné A accusent le poids de l'âge et c'est tout un village qui sollicite sa réhabilitation auprès du ministère en charge de l'éducation nationale. Formation encore, Orange Burkina lance un fonds d'appui à la formation au métier du numérique et du futur. Un fonds de 375 millions de francs CFA qui a pour objectif d'octroyer des bourses d'excellence à des étudiants défavorisés. Arsène Kanditamde. Orange Burkina investit 375 millions de francs CFA dans la formation des cadres burkinabés à travers le fonds d'appui à la formation au métier du numérique et du futur. Les bourses qui vont être octroyées varient entre 1,6 million et 2 millions de francs CFA par étudiant. L'objectif de ce fonds est de permettre aux étudiants issus de milieux défavorisés de bénéficier d'une formation supérieure de qualité dans les métiers du numérique. Donc aujourd'hui, le Burkina bénéficie de ça parce que non seulement nous sommes ici depuis maintenant 2 ans et demi, que les résultats sont à la hauteur de ce qu'on espérait et donc on a un rôle sociétal en fait que de distribuer une partie aux plus démunis. Et donc nous tenions vraiment sur tout ce qui était fonds d'appui au métier du numérique, le faire. Pourquoi le numérique? Puisque nous sommes dedans et nous pensons effectivement que c'est l'avenir en fait de ce pays et c'est l'avenir de l'Afrique. L'Afrique a raté la période de l'industrialisation, la révolution industrielle ne doit pas rater la révolution numérique. Associé, ça correspond tout à fait à la politique française qui vise à aider le Burkina Faso à développer ses élites, à renforcer ses élites et la formation qu'elles vont avoir. Donc je suis très très heureux que Orange Burkina Faso décide de la création de ce fonds. Chaque bourse sera valable une année universitaire avec la possibilité de prolongation sur une période maximale de 2 années académiques. Les bourses doivent permettre de faire face en partie aux frais de scolarité et aux charges que les revenus des parents des boursiers ne peuvent supporter. Compte tenu de nos capacités, on ne peut pas offrir massivement des bourses aux étudiants burkinabés. Mais là, nous avons une occasion très appréciable de la part de Orange qui met à la disposition du Burkina plus de 300 millions pour servir des bourses aux étudiants pendant 5 ans. Donc c'est un geste fort appréciable qui va nous permettre évidemment de faire face à des attentes importantes de tous ceux qui sont dans les universités, qui ont besoin de bénéficier de la solidarité des uns et des autres pour pouvoir donc vaquer à leurs études. Pour bénéficier de cette bourse, les étudiants devront remplir des conditions qui seront précisées plus tard dans un dossier d'appel à candidature. Par cet acte, Orange Burkina confirme son engagement à appuyer le Burkina Faso dans son processus de développement économique et social. La page sport de ce journal football à moins de 24 heures du match décisif des étalons contre la Mauritanie. Comme temps pour la qualification à la CAN en 2019, la tension monte partout. L'entraîneur Paulo Duarte est visiblement sous pression. En conférence de presse d'avant-match ce matin, le coach portugais s'est montré très irrité face aux questions des journalistes. John William Somda. La dernière ligne droite pour les étalons du Burkina Faso. À 24 heures du match combien décisif contre la Mauritanie, comptant pour les qualifications de la CAN 2019, on ne peut pas dire que l'heure est à la sérénité, même si le sélectionneur Paulo Duarte affirme en avoir les yeux que sur son équipe. Premièrement, jouer notre match, gagner notre match, c'est ça qui compte. On ne peut pas passer si on ne gagne pas notre match, ça c'est clair. Et c'est dans cet spirit, avec cet objectif qu'on va le faire. On va jouer notre match sans penser que de l'autre côté il y a un match. Donc j'ai déjà interdit même mon staff de partir sur le banc avec le portable pour regarder le résultat de l'autre, ça ne m'intéresse pas. M'intéresse le match Burkina Faso-Mauritanie et que Burkina gagne pour qu'on peut atteindre pour le fin de 2 rencontres pour voir si nous sommes qualifiés. C'est ça qui m'intéresse. Burkina Faso-Mauritanie, un match qui peut changer le visage du football burkinabé pour les 5 années à venir. Il faut le dire, les étalons joueront l'offensive, une option claire que Paulo Duarte aura visiblement du mal à mettre en œuvre, d'autant plus qu'il aborde la partie amputée de plusieurs titulaires. On a perdu 4 joueurs.
il faut le dire clairement dans la tête. Cette stage, on a perdu 4 joueurs. Même avant le stage commencer, on a perdu Dylan, qui s'est blessé à son club dans l'échauffement du match. On parle de dimanche. Le stage a commencé dimanche nuit. Donc, Dylan n'a pas voyagé. Après, on a perdu Malou. Malou n'a pas récupéré. Après, comme quelqu'un m'avait demandé dans la semaine, journaliste, qui je pensais vous-même, qui a sorti blessé, il m'a dit que tout est bien. Donc pour moi, c'est une surprise. Il arrivait un peu avec une douleur, qui a dit que dans son point de vision, ça va aller. On l'a économisé dans le premier entraînement lundi. Il a amélioré, il a fait la séance d'entraînement mardi. Et mercredi, il a senti encore un peu. Donc ça veut dire qu'un joueur qui a venir un peu blessé, c'est vrai. Et le quatrième, malheureusement, on parle de Bertrand Traoré. Gagner, ce n'est pas que cela. Le Burkina Faso doit espérer que l'Angola n'en fasse pas de même à Frankenstein au Botswana. Un véritable casse-tête pour les supporters des étalons et les sélectionneurs. Face aux critiques lui reprochant de n'avoir sélectionné que des joueurs à coup de forme, doit-il se défendre. Le Burkina Faso n'a pas mieux que des garçons comme Préjus Nakoulma, Alain Traoré et Aristide Dabansé. Mon cher, cette équipe, 60% ne joue pas au club. C'est pas Koné seulement. Koné n'est pas titulaire, Steve n'est pas titulaire, Bayala n'est pas titulaire, Abou n'est pas titulaire, Banou n'est pas titulaire. Il a trop de joueurs qui ne sont pas titulaires. Donc si on va voir qu'il joue ou ne joue pas, il n'a pas une équipe pour inviter. Mais pourquoi vous l'invitez? Parce qu'ils sont les meilleurs. On n'a pas meilleur. On n'a pas meilleur. C'est la réalité ou non? C'est la réalité. Des joueurs arrivés blessés, des garçons à court de forme, des arguments qui font office de mea culpa avant l'heure, mais qui ne passent pas aux yeux des journalistes. Une attitude que Paulo Duarte refute avant de faire monter la tension dans la salle. Son 12e option dans l'équipe Ligue 1. Bonjour. Oui. Vous avez cité des joueurs qui sont en Ligue 1 et qui ne sont pas titulaires incontestables. Oui. Mais on a posé la question, pourquoi vous les appelez? Vous dites que ce sont les meilleurs. Moi, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous suivez les championnats burkinabés? Si ils sont dans leur club... Toujours, madame. Je suis 365 jours au Portugal. Justement, donc vous voyez les joueurs qui évoluent ici, qui ont plus de temps de jeu. Je suis là pour faire piscine, peut-être. On a des joueurs ici qui ont plus de temps de jeu. Si vous allez au stade avec moi, vous me regardez là-bas, madame. Si tu veux rentrer dans une question qui t'intéresse à toi, moi je ne vais pas te répondre. Non, moi je ne vais pas te répondre. Et football qu'on parle, c'est pas d'autre chose. C'est football Burkina Faso. On parle de Burkina Faso. C'est l'avenir du Burkina qui intéresse. Avec ou sans des joueurs cadres, Duarte et les étalons se doivent de remporter au moins le match face à la Mauritanie pour sauver ce qui reste de notre 3e place en 2017. Tout résultat autre qu'une victoire, synonyme d'élimination directe, pourrait inéluctablement sonner le glas des ambitions de longévité de Duarte à la tête des étalons du Burkina Faso. Voilà, et pour terminer, notre reporter vient à peine de rentrer de Tinkodogo, où il a assisté à la cérémonie d'inauguration de la route communautaire Kupela-Bitou-Cinquancé, frontière du Togo. C'était en présence du chef de l'État. Les travaux ont coûté environ 100 milliards de francs CFA, en grande partie financés par les partenaires techniques et financiers. Abdourazak Traoré. Que d'embûches et de difficultés depuis le démarrage du projet en octobre 2014. La réhabilitation de la route communautaire Kupela-Bitou-Cinquancé frontière Togo, lancée par Luc Adolphe Tiao, a fait les frais de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Avec l'avènement du MPP au pouvoir, un coup de pouce a été donné à l'initiative. Des contrats ont même été résiliés. Et finalement, le président Roch-Marc Christian Kaboré procède à l'inauguration de l'infrastructure 5 ans après. Pour le ministre des Infrastructures, c'est un symbole fort. Ces travaux n'ont pas du tout été faciles. Il y eut même beaucoup de difficultés. Et il est permis d'affirmer que l'achèvement de ces travaux nous permet de dire sans hésiter que tous les travaux routiers au Burkina Faso qui connaissent des difficultés seront achevés. C'est pourquoi nous saisissons cette occasion
pour interpeller les entreprises en charge des travaux routiers dans notre pays. Comme aiment dire les grands de ce monde, toutes les options sont sur la table. Toutes les options sont sur la table, y compris les résiliations. Les plus grands heureux bénéficiaires de ce projet de réhabilitation, ce sont les transporteurs routiers. L'heure est à la gratitude à leur niveau. Puisque la route qui quittait du Coupéla pour aller à la frontière du Togo, elle n'était pas du tout bonne. Et elle était en réhabilitation il y a de cela 3 ans. Dieu merci. Aujourd'hui, nous sommes là le 21 mars pour l'inaugurer et on ne peut qu'être content. Un sentiment de joie, un sentiment de développement. Aussi que c'est un sentiment aussi pour nous de récompense pour le président en quelque sorte qui a eu un retour sur notre région. Voilà. L'initiative, qui a coûté plus de 100 milliards de francs CFA, a été financée essentiellement par la Banque africaine de développement, appuyée par la BOAD, la BIDC, l'UEMOA, la KfW et le gouvernement burkinabé qui a contribué à hauteur de plus de 900 millions de francs CFA. Le chef de l'État est ébloui par la qualité de l'ouvrage. À partir du Togo, et plus nous avons de bonnes routes entre nos deux pays, plus on est certain de l'approvisionnement de notre pays en marchandises. Plus également on est certain que le commerce également va se développer entre nos deux pays. Alors, cette réalisation est une belle infrastructure qui, depuis Coupéla, Tenkodogo, Bitou, Sekinsé, va jusqu'à la frontière du Togo. Et je dois dire que nous sommes agréablement surpris par la qualité de sa réalisation. Ce que je voudrais simplement dire et insister sur le point qui a été déjà dit par le ministre des Infrastructures, c'est de dire qu'il faut que nous prenions soin de ce que l'État réalise, notamment les surcharges. Il faut que les transporteurs nous aident également à ce que nous travaillons, à ce que les camions soient chargés de manière à préserver, je dirais, les... Réalisé par l'entreprise Sorubata, le projet a permis de réhabiliter 153 km de route. 6 ponts ont été construits sur le corridor, un poste de péage moderne, une aire de repos construite à Zorgo, 6 forages au profit des populations, 39 km de pistes réalisées, la construction d'un laboratoire de sérologie au CHR de Tenkodogo, des infrastructures socio-économiques au profit des femmes, entre autres. Une cérémonie d'inauguration, quelque peu aux allures de meeting politique du parti au pouvoir, tant la couleur du MPP, avec des slogans favorables à leur champion, a prédominé ce 21 mars à Dialgaïa vers Tenkodogo. Et c'est fini pour ce 19h30. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une autre session d'information. Merci de votre fidélité.